Actualité oblige, c'est avec l'invité des carnets que nous ouvrons cette émission. Avec nous, Guillaume Perrier, ancien correspondant d'Europe 1 et du Monde en Turquie, auteur d'un livre qui sort ces jours-ci sur le président turc. Bonsoir Guillaume Perrier. Bonsoir Sophie, ravi d'être avec vous. Eh bien, ravi de même. Dans la tête de Recep Tayyip Erdogan, c'est le titre de cet essai, publié par Actes Sud. Alors vous suivez depuis des années le parcours du dirigeant turc, depuis sans doute le début de son ascension. Vous rappelez dans votre livre que ça n'est pas une ligne droite, mais le président turc est clairement arrivé à un paroxysme d'autoritarisme avec la purge qui a suivi le coup d'État manqué de juillet 2016, purge qui se poursuit d'ailleurs aujourd'hui. Alors les chiffres, je vais en rappeler juste quelques-uns, sont juste incroyables. Plus de 140 000 personnes limogées ou suspendues, plus de 55 000 arrêtés, dont beaucoup de journalistes et d'intellectuels. Plus de 150 médias ont été fermés par le pouvoir. Alors les droits de l'homme, les libertés individuelles, ça a été l'un des sujets abordés entre le président Macron et le président Erdogan à l'Élysée aujourd'hui. Et cet après-midi, pendant la conférence de presse, Emmanuel Macron a rappelé devant Erdogan que les démocraties doivent complètement respecter l'état de droit. Il a soumis une liste apparemment de cas individuels à son homologue turc. Alors c'est clair, mais est-ce que c'est suffisant au vu de la situation ? Non, c'est sans doute trop timide, étant donné l'ampleur de la répression. Ce qu'on nomme pudiquement les purges, c'est une destruction méthodique de la société civile et de ce qui avait fait toute la richesse et tout le dynamisme de la Turquie il y a une dizaine d'années. Toute cette société civile dynamique, les intellectuels, les artistes, les universitaires, la jeunesse. Et puis l'enseignant de base les aussi. Enseignants, oui, absolument, les fonctionnaires. Bon, je dirais que toutes ces forces vives sont aujourd'hui détruites, traumatisées par la répression turque et donc sont obligées aujourd'hui de vivre dans la terreur ou de s'exiler. Il y a une fuite des cerveaux absolument énorme aujourd'hui depuis la Turquie, avec des milliers de personnes qui fuient à l'étranger quand elles ne sont pas emprisonnées. Emmanuel Macron a fait le grand écart ? Oui, parce qu'il y avait évidemment une partie de réel politique dans cette visite, la nécessité de maintenir des liens forts avec la Turquie sur le dossier syrien, justement, dans la lutte contre le terrorisme. Alors là aussi, il faut en parler, la lutte contre le terrorisme, la coopération antiterroriste qualifiée d'exemplaire par Emmanuel Macron. Et il a dit que cette collaboration était indispensable, il y avait 900 km de frontières communes avec la Syrie et que... Voilà, mais sauf que la conception qu'en ont les deux présidents n'est pas du tout la même. La coopération antiterroriste, pour Emmanuel Macron, ça signifie la lutte contre Daesh et contre les djihadistes. Pour Recep Tayyip Erdogan, ça signifie la lutte contre ses opposants kurdes et les membres de la confrérie de Fethullah Gülen. Donc tous ces opposants qu'il est en train de mettre derrière les barreaux en ce moment. Aujourd'hui, cette collaboration, elle consiste en quoi ? Écoutez, elle consiste principalement en des échanges de renseignements. Pister. Il s'agit d'abord de pister les djihadistes français qui ont pu partir sur le terrain irako-syrien via la Turquie. Et donc, les Turcs jouent un rôle là dans ce... Bien sûr, ils jouent un rôle parce qu'ils sont très présents sur le terrain en Syrie et à la frontière. Alors après, avec toutes les ambiguïtés que l'on connaît, que l'on a pu connaître par le passé et que l'on connaît toujours. C'est-à-dire que une question a été posée aux deux présidents, à laquelle ils n'ont pas répondu d'ailleurs, mais sur un échange de prisonniers qui aurait eu il y a quelque temps entre la Turquie et Daesh pour faire libérer les diplomates turcs du consulat de Mossoul qui avaient été pris en otage par l'État islamique. Et des djihadistes étrangers ont été libérés par la Turquie, y compris des Français, vraisemblablement, et là-dessus, personne n'a répondu. C'est-à-dire que la Turquie, le régime turc, arrête et emprisonne des djihadistes, mais en libère aussi pas mal. Bien sûr, et c'est ça qu'il faut vraiment avoir à l'œil quand on regarde un petit peu les cas plus précis de plus près. Effectivement, beaucoup de djihadistes, beaucoup de cellules, beaucoup de réseaux ont été démantelés ces dernières années, mais on s'aperçoit que souvent, ils sont libérés très rapidement et beaucoup plus vite que les journalistes qui sont emprisonnés. Erdogan a dit que la Turquie était fatiguée d'attendre une adhésion à l'Union européenne et Emmanuel Macron lui a proposé une coopération, un partenariat, une nouvelle forme de partenariat. Est-ce que c'est important de préserver cet ancrage européen de la Turquie et de maintenir le dialogue, comme disait l'Élysée avant la visite du président turc ? L'ancrage européen, comme dit Emmanuel Macron, il faut le préserver, oui, et de toute façon, c'est une tournure naturelle pour la Turquie que de regarder vers l'Europe, quel que soit son dirigeant et quel que soit son gouvernement. Mais effectivement, les négociations d'adhésion à l'Union européenne telles qu'elles ont été conçues, telles qu'elles ont été ouvertes il y a 15 ans, aujourd'hui ne sont plus d'actualité. Donc, Emmanuel Macron propose finalement une sorte de partenariat privilégié comme pouvait le faire Nicolas Sarkozy il y a 10 ans. Même quand le pays ressemble de plus en plus à une dictature, avec un parti tout puissant, l'AKP, et avec un président bientôt tout puissant.
Oui, c'est encore une fois la réelle politique. On a besoin de la Turquie sur le dossier syrien, sur le dossier des migrants et sur d'autres questions, et puis aussi évidemment sur l'économie. Et beaucoup de contrats ont été signés aujourd'hui. 15 ans de pouvoir pour Erdogan. Vous expliquez dans votre livre que c'est un peu le nouvel Atatürk, c'est-à-dire le nouveau père des Turcs, le nouveau père de la nation, mais un Atatürk vert. Oui, c'est ça. C'est la version islamiste. La version islamiste, effectivement, de Mustafa Kemal. Il a, contrairement à ce qu'on pourrait penser, alors effectivement, il s'oppose sur beaucoup de points à Mustafa Kemal, mais il a aussi repris son héritage dans la manière de conduire les affaires du pays et de diriger le pays. Donc, effectivement, 15 ans de pouvoir, et ça n'est pas terminé, puisque l'année prochaine, il briguera sa succession. Dernière question rapide. Est-ce qu'on a la certitude que ce coup d'État de juillet 2016, finalement, était un vrai coup d'État? Erdogan a tout de suite qualifié ça de cadeau du ciel. Et puis on voit l'ampleur des purges derrière qui lui ont permis de faire le ménage. Et du coup, on s'interroge. On s'interroge, vous l'avez dit. Non, il n'y a aucune certitude sur ce point-là. Et tous les services de renseignement européens, d'ailleurs, l'ont souligné. Pour l'instant, les preuves manquent. Merci beaucoup, Guillaume Perrier, pour ce décryptage de la visite et du parcours du président turc en France. À bientôt. Merci, Sophie. À bientôt.